Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer cette rencontre, nous souhaitions vous rappeler que nous organisons tous les mois des événements culturels dans le centre de Paris et ces événements sont retransmis en direct. Si cette vidéo vous donne envie de prolonger l'expérience, de participer aux échanges ou de rencontrer des artistes, inscrivez-vous à nos prochaines rencontres. Tous les liens sont disponibles dans la description et sur notre site internet alliancefr.org. Et si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Pour suivre nos prochains événements et ne rien manquer des nouvelles vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Bon visionnage! Je suis vraiment ravie d'être là pour cette soirée. C'est un très bel événement. Évidemment, on va célébrer la poésie. Je suis en très belle compagnie. Et cette cérémonie, cette présentation de la nouvelle parution, 30 ans après, de l'anthologie de poésie d'Afrique au sud du Sahara. Je vous montre aussi, Bernard Magnier avait géré ça de main de maître il y a 30 ans. Bien voilà, il y a plein de choses qui se sont passées entre-temps et c'est ce qu'on va découvrir ce soir. On s'est dit que pour célébrer la poésie, il fallait aussi la faire entendre. Donc on a des étudiants et étudiantes à la fois de l'INALCO et à la fois de l'Alliance française qui vont venir lire les poèmes en français en langue originale. Donc on espère que ça va vous plaire et que ça va vous faire voyager à travers le continent, sa diversité, la multiplicité des voix, toutes ces langues. Et avant de présenter, même si on ne les présente plus, Alain et Bernard, on avait décidé de vous mettre en fait dans l'ambiance par déjà un poème, alors un poème très très célèbre de Birago Diop, qui a été un très grand auteur assez lié à la négritude. Moi, c'est le poème, j'ai entendu tous les écrivains le citer. C'est Souffle, et c'est le conteur Gabriel Kinsa, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui a dit moi je veux absolument enregistrer ce texte. Donc je sais que la régie va envoyer l'enregistrement, et ensuite on commencera la rencontre à proprement parler. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson sanglot. C'est le souffle des ancêtres morts qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous la terre, qui ne sont pas morts. Oui, on peut applaudir la lecture de Gabriel Kinsa. Alors, comme je vous l'ai promis, je vais présenter ce qu'on ne présente plus, mais quand même. Alain Mabankou, que vous connaissez, j'imagine, tous en tant que romancier, depuis, je dirais, Bleu, Blanc, Rouge. Il a vraiment multiplié les prix. Il y a eu Vercassé, il y a eu Mémoire de Porc-Épic avec le Renaudot. Et tous les Demain, j'aurai 20 ans. J'ai un ami en Tanzanie qui l'a lu en version anglaise et qui me dit c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu de ma vie. Vraiment, c'est... Donc, mais ce que parfois, vous le savez peut-être, mais ce qu'on sait moins, c'est que Alain est aussi vraiment un poète, que c'est très important dans sa vie, qu'il a commencé par la poésie, si je ne me trompe pas, avec énormément de recueils aussi publiés. J'en cite quelques-uns: La légende de l'errance, L'usure des lendemains, Les arbres aussi versent des larmes. La poésie, il est aujourd'hui directeur de la collection
Point Poésie, donc c'est quand même quelque chose qui est toujours là. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui s'habille très bien, c'est un grand sapeur, ça on le sait aussi. C'est aussi le directeur artistique du Festival Atlantide, enfin bref, il a de multiples casquettes. Et Bernard, je lui pique sa place ici, donc j'espère faire aussi bien. Il est journaliste, animateur de rencontres littéraires. Il a fondé et il a été directeur pendant des années de la collection Afrique chez Actes Sud. Il est conseiller littéraire pour de nombreux festivals, justement. Il est conseiller aussi, il fait des programmations pour l'Alliance française, pour ce qui s'appelait Interbibli, je ne sais pas si c'est encore le même nom, littérature métisse, voilà. Donc quelqu'un qui connaît extrêmement bien tous les auteurs, et voilà. Et c'est à lui, comme je vous l'ai déjà dit, qu'on doit il y a 30 ans, enfin c'était 95, mais bon, la première édition de cette anthologie de poésie qui était, je pense, à l'époque déjà un vrai... quelque chose qu'on n'avait pas, c'est-à-dire avoir tout le continent représenté, des femmes, des hommes, les générations, des langues différentes, et qui, 30 ans plus tard, je dirais, a offert une version actualisée, cette fois-ci chez Point. Alors, et je n'oublie pas, il a fait ici pour l'Alliance française une exposition qui s'appelle Écrire en français, voyage des mots, histoire des langues, que vous pouvez voir et qui va être visible dans vraiment une centaine de lieux dans le monde aussi. Donc il connaît très bien les littératures africaines, mais je dirais beaucoup plus largement la francophonie en général et même au-delà. Alain, je vais commencer par toi. Et vraiment par une question toute simple, c'est-à-dire la place de la poésie dans ta vie et sur le continent. Pour toi, voilà, quelle est l'importance de la poésie puisqu'on célèbre ça, voilà. Merci beaucoup et je remercie tout le monde d'être présent parce que chaque fois que nous nous rassemblons pour la poésie, c'est toujours une victoire parce que j'ai toujours pensé que les plus grands romans sont portés par le souffle poétique, même lorsqu'on pense que ce n'est que l'histoire qui va se raconter. Donc pour moi, la poésie a toujours été omniprésente dans ma création. Elle a toujours accompagné mes lectures. C'est plus facile de me balader avec un recueil de poèmes que Les Bienveillantes de Jonathan Little, qui serait trop pour mon sac. Et puis aussi... c'était le premier chemin que je vais emprunter, puisque les premiers textes pendant au moins les 7 ou 8 premières années de mon écriture, c'était de la poésie et que le roman n'allait venir que bien plus tard. Si bien que lorsque, d'ailleurs, Bernard Manier avait publié la première version de cette anthologie, c'était en 1995, on a dit là. En 1995, je devais avoir seulement un petit recueil publié à compte d'auteur, plus un autre qui s'appelle L'usure de lendemain, qui avait été publié par l'éditeur Paul Dakeo. Si bien que lorsque nous avons discuté avec lui et qu'il souhaitait que je republie ce recueil dans la collection que je dirige ce Point, cela allait sans dire. Et donc, le fruit a été bien fait puisqu'il a essayé de magnifier. Et moi-même qui étais absent dans la première édition, je me retrouve enfin à l'intérieur. C'est pas que je voulais le publier pour que je me retrouvasse, comme dirait l'autre, à l'intérieur, mais je pense qu'il fallait aussi reconnaître tout le travail qu'il avait fait. Dans ce sens, c'est un héros de la poésie. Et moi, je suis plus dans la transmission poétique. Si je n'écris plus beaucoup de poésie ou publie pas beaucoup de poésie, c'est parce que j'en lis tout le temps pour publier dans ma collection. Et chaque fois, je me dis, je ne vais pas quand même me publier dans ma collection, c'est trop facile, alors que j'avais galéré, comme on dit, pour publier de la poésie. Donc, je publie simplement, vous voyez, il y a les James Noel, même Tahar Benjelloun est venu, les Maya Angelou. Je suis toujours à la quête de ces textes. Et cette collection, même dans ce sens, m'a donné le sentiment qu'il faut toujours laisser au poète le soin de diriger la poésie. Parce que quand j'ai publié l'un des best-sellers de la collection, c'était Souleymane Diamanka,
qui avait fait plus de 15 000 exemplaires en poésie. Je crois que le directeur est descendu là, mais qu'est-ce que vous avez mis dans le livre? Je vais enfin le lire. Et après, c'était le coup de Maya Angelou, mais maintenant la collection est tellement bien étendue que même dans mon bureau, j'ai tous les titres que j'ai fait publier là-bas dans cette collection pour que j'ai le sentiment que j'ai une ceinture de poésie qui est autour de moi et que même si un jour on arrive à oublier la prose que j'avais faite, mais qu'on dise au moins que j'ai passé mon temps aussi à sauver ce langage poétique qui est le langage majeur même de la littérature. Alors, oui. Merci. Justement, dans la poésie, on est toujours timide, hein, mais ça va venir. Ça va venir, t'inquiète. Comme tu disais, maintenant tu es dans l'anthologie et tu m'as quand même promis que tu pourrais lire. Je ne savais même pas que le choix qu'il allait faire, c'est lui qui a fait le choix. Hein, donc, ouais. Tu veux bien nous... Alors, il y en a 3 publiés. Oui. Tu veux bien nous en lire 1 ou 2 ou 3? Ils sont courts. Vous les avez calés, là? Oui, bien sûr. Attends, regarde. Hop. Alors, soit tu le prends dans le... Ah oui, dans le... Ouais. Merci. Il y en a un qui, justement, qui résonne bien, je trouve, avec Souffle. Ça, c'est en anglais, là. Ah, ouais. Non. Okay. Comme tu veux. Je ne doute plus de l'ombre qui bouge, de cette présence tapie dans les acacias. Je ne doute plus de l'épi qui tombe, de la résine sur le tronc de l'arbre. Voici l'enfance qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau, l'enfance qui le suit, ombre solitaire voûtée par la marche, l'enfance qui le regarde droit dans les yeux à la tombée de la nuit. Demandons à la pierre où est la vérité, elle nous dira que c'est en ces bas mondes et ici seulement. C'est en ces bas mondes que souffle le vent, que s'agitent les océans, que se divisent les cours d'eau. C'est en ces bas mondes que le rêve enjambe les frontières, perfore les murs invisibles. Merci. Merci. Alors Bernard, peut-être toi, comment ça s'est passé finalement l'anthologie 30 ans plus tard? Vous avez commencé un peu à nous en dire quelques mots, mais qu'est-ce que tu poursuivais comme but quand tu t'es dit voilà? Un petit peu le même que celui qui m'avait guidé il y a 30 ans plus tôt. Pour un point d'histoire, le premier livre est né grâce à un poète aussi, qui est Édouard Monique. Poète mauricien qui travaille... Que j'ai publié dans ma collection. Oui. Il faut quand même faire la promotion d'Édouard Monique. Absolument. Et Édouard travaillait à ce moment-là à l'UNESCO et c'est lui qui m'a proposé de faire ce travail avec les moyens de l'UNESCO. Et il se trouve que l'UNESCO a coédité le livre avec Actes Sud. C'est comme ça que l'histoire avec Actes Sud a commencé pour moi. La suite, c'est un petit peu ce que vient de dire Alain, c'est-à-dire qu'on se connaît depuis longtemps et je suis allé le voir en disant ce livre existe, ça serait peut-être bien de l'actualiser et 2, et peut-être surtout, et de le mettre plus accessible, de le rendre plus accessible pour le public africain et donc de le mettre dans une collection de poche. Donc voilà comment s'est fait l'histoire. Après, faire une anthologie, c'est une gageure, c'est faire des choix, c'est sélectionner, c'est en oublier beaucoup pour en garder très peu. Bon, voilà, le premier, c'était un choix, le second, c'est de nouveau un choix. Je n'ai enlevé aucun auteur de la première version, j'ai enlevé simplement quelques textes d'auteurs qui avaient 2 ou 3 textes, j'en ai enlevé pour n'en garder qu'1 ou 2, pour faire de la place un petit peu au suivant. Et on a rajouté 80 auteurs nouveaux, auteurs et autrices nouveaux et nouvelles dans la seconde version.
Oui, alors je vous engage vraiment tous, si vous ne l'avez pas encore, à l'acheter, la lire, parce que c'est un véritable voyage et il y a toutes les générations. C'est vrai qu'il y a ceux qui étaient déjà là et ces grands poètes. En fait, c'est une traversée des siècles. Hein. C'était le 20e, maintenant on est au 21e. Et on voit un peu l'histoire de l'Afrique, finalement, avec ses luttes pour les indépendances. Hein. Agostinho Neto est dans ses pages. Et puis, on a la toute nouvelle génération. On va écouter justement, je dirais, une première lecture qui rappelle toutes ces luttes, notamment la lutte contre l'apartheid, avec un poème de Peter Horn, qui est un poète sud-africain d'origine tchèque, très engagé dans la lutte contre l'apartheid. Et on va l'écouter en version anglaise, donc version originale lue par Eussou. Et ensuite, on aura la traduction française lue par Teva. Voilà, et donc elles vont venir. Applaudissez-les très fort, parce que c'est toujours un peu impressionnant, je pense. Ça va? Ça marche? Oui. Poems at bargain prices. Poems? You want poems? We got poems. Poems to make you dream, while the rulers of the country are busy. Poems to send you to sleep while they test their tanks and their guns. We got poems. Poems for you and for your afternoon sleep. Poems which do not disturb you, nor the quiet of a Sunday afternoon. When the sermon in the morning was comforting and the chicken at lunch tasty. We got poems. Oh, you sleep. May you wake in peace. Because we got other poems. Poems which will disturb you with announcements of bloodshed, war, atrocities, atomic bombs, and jails. Jails visible from the window of your peaceful bedroom whenever you open the blinds. Poems. You don't want to hear these poems? They will come to you nevertheless. Poèmes soldés. Des poèmes? Vous voulez des poèmes? Nous en avons des poèmes. Des poèmes pour vous faire rêver pendant que les dirigeants de ce pays s'affairent. Des poèmes pour vous endormir pendant qu'ils essayent leurs chars et leurs canons. Nous en avons des poèmes. Des poèmes pour vous et votre sieste. Des poèmes qui ne troubleront pas le calme de votre après-midi dominical. Le sermon, ce matin, était réconfortant. Et le poulet, à midi, bien appétissant. Nous en avons des poèmes. Ah, vous dormez. Nous vous souhaitons un réveil paisible, parce que nous avons d'autres poèmes, des poèmes qui vont vous déranger, car ils disent le sang répandu, la guerre, les atrocités, les bombes atomiques et les prisons. Oui, les prisons que vous pouvez voir depuis la fenêtre de votre chambre bien tranquille, chaque fois que vous relevez vos stores. Des poèmes. Vous ne voulez pas entendre ces poèmes? Cela ne les empêchera pas de venir jusqu'à vous. Alors, cette poésie très engagée, hein, où les poètes ne sont, enfin, comme disait Jean Ferrat, je ne suis pas là, je ne chante pas pour passer le temps. C'est très présent dans l'anthologie. On voit des gens qui, en effet, sont engagés dans les luttes. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux, celle des risques pris, parce qu'en fait, dans les poésies, il y en a beaucoup, enfin, dans l'anthologie, il y a des gens comme Abdelatif Abdallah qui ont fait de la prison, Agostinho Neto aussi, Wole Soyinka a pu être condamné à mort en 1994. Enfin, cet aspect-là, finalement, de l'engagement, de l'écriture, je dirais, à l'os, parce que c'est pas justement des bluettes qu'on écrit. Qu'est-ce que vous en avez vu, vous qui avez aussi beaucoup côtoyé des poètes, en fait? Moi, ce que je peux dire, je peux le dire peut-être plus facilement. Les poètes du continent africain, mais c'est valable pour d'autres continents, mais singulièrement pour l'Afrique, ce sont des gens qui risquent gros. Je me souviens d'un travail où j'avais recensé 250 auteurs et j'avais compté qu'environ les 2/3 étaient passés par l'exil, par la censure, par la prison et certains par la mort.
nous sommes dans un pays où on peut dire vraiment beaucoup de choses, même s'il y a encore des choses à redire sur ce sujet, mais on peut dire beaucoup de choses et on ne risque pas notre peau. Wole Soyinka était condamné à mort et était à l'extérieur. Son compatriote Ken Saro-Wiwa était sur place, il disait des choses qui dérangeaient, il a fait des feuilletons à la télévision qui l'ont rendu célèbre, il devenait dérangeant, il a été pendu. Et c'est pas au 19e siècle, et je raconte pas l'Inquisition, c'est il y a quelques années. Protestation internationale, Mandela en tête à l'époque, et le Nigeria s'en fout. Le Nigeria a et avait du pétrole, et il a pendu le poète qui dérangeait. Donc les auteurs risquent gros avec certains textes. C'est facile souvent de dire « Ah, mais tu aurais pu dire ça, tu ne l'as pas dit assez fort ». Déjà, chapeau. Hein. Je trouve qu'on doit être très respectueux de tout ça vis-à-vis des poètes. Quand je dis les poètes, c'est les écrivains, les artistes, qui sont souvent en première ligne. L'un des premiers tué au Rwanda a été un poète, c'était Rugamba. Il a été tué, Cyprien, dans les tout premiers jours. Et c'est sans doute pas un hasard. Oui, si on peut rajouter que c'est que quand le recueil, à l'époque, la première édition apparaît en 1995, le monde est en pleine turbulence. Hein. On a rappelé que 1994, on avait le génocide du Rwanda, et paradoxalement aussi, c'est l'année où il y a la fin de l'apartheid officiellement, la libération de Mandela des prisons. Donc, le recueil semble être pratiquement à la croisée d'une époque où il y avait ces genres de pression sociale, ces genres de discrimination ou d'injustice, en même temps l'espoir qui semblait s'ouvrir, mais ça ne s'ouvrait pas comme on l'attendait, puisque voilà, 2 poètes tués dès le début du génocide au Rwanda en avril 1994, puis va s'en suivre un autre poète, ainsi de suite. Je pense que ce recueil, à cette époque-là, était vu comme une sorte de petite pirogue, si je vais aller un peu plus grand, comme l'arche de Noé. Il fallait vraiment prendre chaque espèce de poète pour sauver, pour que la postérité ne puisse pas se dire qui avait chanté à cette époque-là. Et ces poètes sont à l'intérieur, les Wole Soyinka. On a assisté, nous à l'époque, on était tous écœurés. Un peu plus tard, je crois que c'est dans la zone, déjà on avait dans la tête la mort de Ken Saro-Wiwa, qui a aussi écrit des textes, etc. Donc ce livre, ce recueil de poèmes peut se lire aussi comme la traversée du temps, comme une sorte de cartographie des turbulences des sociétés africaines, où vous voyez que la poésie peut se faire aussi dans les langues africaines, tout en étant du côté de l'anglais, mais en revenant aussi dans la langue française, puisqu'on a des francophones à l'intérieur. C'est une période vraiment très, très importante. C'est aussi la période du renouvellement de la génération des écrivains africains. Les années 90, c'est l'acte de naissance des écrivains comme les Waberi, les Rari Manana, nous étions là, les Biaoula étaient là, les Tchak étaient toujours dans les parages. Donc toute une génération qui venait autour d'autres poètes comme les Paul Dakeyo qui publiaient les autres poètes. Par exemple, moi, le 2e recueil, je l'ai publié ce Paul Dakeyo, L'usure des lendemains. Et je sais qu'à cette époque-là, je soulevais même les cartons parce que la poésie s'est déposée rarement dans les librairies. Donc on allait l'aider, on cherchait des préfaces des écrivains qui ont disparu, comme les Pius Ngandou Kachama à cette époque-là, les Jean-Marie Adjafi qui voulaient être payés pour la préface. Donc c'était extraordinaire de voir qu'on avait à la fois une époque effervescente, mais aussi la liste des atrocités qui commençait vraiment à s'allonger. Oui, hélas, les atrocités n'ont pas cessé non plus. Enfin, ça perdure. Et il y a une chose que je voudrais dire par rapport aux 2 recueils
qui fait suite à ce que tu viens de dire. Peut-être aujourd'hui, l'engagement est moins frontal de la part des poètes. Les premiers poèmes étaient souvent des poèmes très, très immédiats, parfois proches du slogan, même on allait vers quelque chose qui devait être lu par tous et compris immédiatement. Aujourd'hui, c'est plus allégorique. L'humour est davantage présent, par exemple. On passe par ce biais de l'humour, ce qui était rarement le cas à l'époque. Et l'époque, c'est pas si vieux que ça, quand même. C'est 30 ans. On a l'impression de parler du Moyen-Âge. C'est quand même il y a 30 ans. C'est beaucoup, hein? Oui, c'est beaucoup. Mais c'est vrai, et il s'est passé beaucoup de choses. Tu citais Abdourahmane Ouaberi, c'était le plus jeune de l'anthologie. À l'époque, oui, c'était lui le plus jeune. Aujourd'hui, ça n'est plus le plus jeune, hélas pour lui. Et heureusement pour la poésie, il y a eu d'autres qui sont apparus. Oui, pour ajouter même Bernard a raison quand il dit que les atrocités ne se sont pas arrêtées. J'ai publié 2 anthologies dirigées par Abdelatif Lavi sur la nouvelle poésie palestinienne. Et quand je prenais les textes pour les lire, les regrouper au coin, je lisais, j'avais l'impression que quelque chose aussi se passait là-dessus dans cette littérature. Et chaque fois que vous avez une case du monde qui brûle quelque part, c'est vrai que tout va brûler, mais quelque chose aussi dans les cendres pourrait naître de là. Comme si la littérature, justement, était intense pendant les périodes des turbulences, parce qu'on risque d'avoir ceux qui vont faire des slogans et puis ceux qui vont écrire avec leur respiration, avec leur tripes, et leurs textes vont dépasser carrément l'événement pour être l'exemple même de l'indignation, comme pourrait être lu, par exemple, le cahier d'un retour au pays natal. Si on voit tous les recueils qui étaient autour du cahier d'un retour au pays natal, beaucoup aujourd'hui n'ont que de valeur documentaire, alors que celui de Césaire continue à vraiment attaquer de front. Si vous prenez Césaire, vous allez le lire en Palestine, ça passe. Vous prenez Césaire, vous allez, je ne sais pas, en Iran, ça va passer partout. C'est peut-être ça aussi, la singularité de l'engagement, qui n'était pas quelque chose du militantisme, mais qui était aussi l'autobiographie des auteurs, des poètes pendant ces événements. C'est la force de la poésie, c'est d'avoir cette plus-value de durée. Contrairement au slogan, contrairement à l'article de presse, même s'il y a des articles de presse qui ont fait une carrière historique, mais les poètes et la littérature, l'art en général, permet de durer. Et une autre chose qui me semble importante aussi dans l'évolution, c'est qu'il me semble que globalement, les poètes sont passés d'une poésie du nous à une poésie du je. C'est-à-dire le collectif est toujours présent, il est là, ça n'empêche pas les auteurs d'appartenir à un collectif, mais ils mettent davantage en avant le je. Non pas pour masquer le nous, mais pour dire, non, je m'implique. Ce n'est plus nous les Africains, nous, etc. C'est moi. J'ai envie de dire ceci, cela, ce qui va, ce qui ne va pas. Oui, d'ailleurs, on entendra ces nouvelles voix aussi. On fait un petit chemin, on commence par les grands anciens et après, on arrivera sur des voix plus contemporaines. Alors, moi, il y a d'abord, merci de citer Paul Dakeyo. Je pense que c'est hyper important, en fait, de se rappeler. Ça fait 3 fois que je l'ai cité. Ouais, c'est bien, bravo. Non, mais c'est vrai que c'est bien aussi de se rappeler de ceux qui ont œuvré pour faire en sorte que la poésie existe et soit publiée. Il y a une phrase d'un poète que j'aime beaucoup, c'est Nimrod, il est dans l'anthologie, et il dit que la première peau des hommes, c'est le paysage. Et cette phrase, elle m'a toujours beaucoup plu, et je trouve que dans la poésie qu'on a dans l'anthologie, ce rapport au paysage, et là, il y a à la fois la force universelle et il y a la façon d'être vraiment ancré dans une réalité, de dire l'ici et le maintenant. Une espèce de faculté finalement d'être universel, mais aussi d'être du poème, d'être vraiment fiché en terre. Alors avant de rebondir sur cette question, on va écouter 2 poèmes en fait. Un poème de Miakut, qui est un grand auteur, très grand auteur et grand poète aussi, du Mozambique, dont l'œuvre a été énormément récompensée. Donc, la version originale va être lue en portugais donc, par Julia,
Ensuite, Elliot lira la version française et il sera suivi d'un autre magnifique poème, Ras Djibouti, de Chem Ouatta. Et Chem Ouatta est dans la salle et je l'ai appris il y a quelques jours. Donc on s'est dit, c'est vraiment bien si le poète monte sur scène et nous lit son poème aussi. Voilà. Sotaque da terra. Estas pedras sonham ser casa. Sei, porque falo a língua do chão. Nascida na véspera de mim, minha voz ficou cativa do mundo, pegada nas areias do Índico. Agora, ouço em mim o sotaque da terra e choro com as pedras a demora de subirem ao sol. Merci. Et donc, je ne l'ai pas dit pour les autres, mais ça, c'est un poème qui a été publié en 99 dans Reis de Orvalho. Alors, désolé pour moi, mon accent qui doit être horrible après cette belle version originale. La version française. Accent de la terre. Ces pierres rêvent d'être maison. Je sais, parce que je parle la langue du sol. Né la veille de ma naissance, ma voix est demeurée captive, collée au sable de l'Indien océan. Maintenant, j'entends en moi l'accent de la terre. Et je pleure, avec les pierres, leur remontée tardive au soleil. Alors, je manque à tous mes devoirs parce que je devrais citer à chaque fois les noms des traducteurs et traductrices qui font un travail incroyable. Et là, pour Miakout, en plus, c'est vraiment Elisabeth Montero Rodriguez qui traduit depuis très longtemps, je dirais, l'œuvre de Miakout. Je vous donne donc le nom du poème du traducteur du texte de Peter Horn. C'était traduit de l'anglais par Jacques Alvarez Pereira. Voilà. Et donc, Chem Ouatta, je ne sais pas si tu veux venir nous lire ton poème Ras Djibouti. Race, ce n'est pas la race humaine, c'est un nom polysémique d'origine arabe qui veut dire tête, roi, pouvoir. Et en éthiopien, pour ceux qui aiment la musique, quand Bob Marley chantait Rastafari, c'était le roi Haile Selassie. Pour nous, piétons privilégiés des mers, pisteurs insatisfaits du ciel, pour nous, rêveurs d'espaces ivres, chanteurs de silences aveuglés d'espoir, c'est une demeure posée sur le flanc droit de la mer Rouge. Les ailes golfées de grues de porc sont ces greniers de fruits et de blé, nourris par ces montagnes rouges, vertes et jaunes, nouveaux chameaux triomphants des mers. Ma ville est comme une lampe à la respiration nouée au rythme de la lune. Ses yeux doux et sombres tournent les pages, blanches des feuilles de palmier d'Ambouli. Sous le pont des Italiens, rit l'eau ocre des crues. Mon pays dépareille les matins, ensanglanté par l'aube fusain. Je n'ai rien à faire, rien à dire, plus loin que son souffle essoufflé, au seuil de la page à demi ouverte. D'un puits à l'autre, d'un pas à l'autre, ma ville transporte, ici et là, toute la soif de vivre de la terre, toute la joie de la mer. Merci. Merci. Reste ici, je vais en profiter pour te poser une question. Toi qui viens de Djibouti, qui vient aussi de tout le nomadisme, justement la part du paysage, je sais que le lac Assal par exemple est très important pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de... Est-ce que le paysage c'est quelque chose qui t'inspire, qui est là tout le temps ou pas du tout quand tu écris ta poésie? Enfin, quand on lit ça, on a quand même déjà une petite idée. Mais... Oui, merci. D'abord, je suis très content de retrouver... Ça fait très longtemps. Ça fait pas 30 ans, mais presque. Bernard et
et Alain que j'ai connu et que je continue à admirer parce qu'ils nous ont beaucoup porté à un moment donné. Oui, moi je suis d'une région où la poésie est reine, où la poésie est vraiment l'art suprême pour les pasteurs nomades que nous sommes, que ce soit en Somalie, en Éthiopie, en Érythrée, à Djibouti. Donc le paysage joue un rôle important, mais c'est l'intériorisation de cet espace qui joue un rôle vraiment fantastique dans la poésie, qui est chantée aussi bien dans le théâtre, aussi bien dans le roman. Donc un livre djiboutien ou éthiopien qui ne respire pas la poésie n'est pas djiboutien, ou n'est pas éthiopien ou somalien. Donc effectivement, on a des paysages fantastiques, des paysages comme le lac Assal, où surtout on a l'impression que le monde est né ici et en même temps il a pris fin là-bas. Et on a l'impression qu'on a mis le commencement et la fin ensemble. Et c'est de là que surgissent les poèmes, pas seulement torturés, mais des poèmes d'une excellente facture, parce qu'effectivement, les gens, en marchant dans le silence, s'imposent la poésie. Donc c'est parler à soi-même, c'est parler à l'autre, souvent à travers la poésie. Merci. Alors, ce poème est tiré du recueil Au pays, perles sur la langue, hein, qui a été publié à l'Harmattan en 2005. Et H&M écrit toujours de la poésie. Hein. Récemment, Les Corps sales a été publié en 2024. Voilà. Alors, depuis le début de la rencontre, on a déjà entendu justement toutes ces langues. Et moi, il y a un point qui m'avait tout de suite beaucoup interpellée dès la première édition, c'est-à-dire qu'en effet, c'est vraiment un recueil qui laisse une part très importante à toutes les langues, ce qui n'est pas si courant que ça, parce que évidemment, il y a les langues des anciennes colonies, le français, l'anglais, le portugais, qui sont devenus des langues africaines. Mais il y avait aussi déjà de l'amharique, du swahili, du zarma, et je voulais savoir si cette volonté de faire entendre aussi, alors même si c'était traduit, si ça c'était quelque chose que toi tu avais en tête, Bernard, dès le départ. Complètement, oui, il y a 40 langues environ qui sont citées d'une manière ou d'une autre et qui sont traduites. Généralement d'ailleurs traduites par des poètes. Dans la première version, c'était souvent des poètes qui traduisaient entre eux. Et dans la seconde version, ce sont à la fois des poètes et aussi des traducteurs professionnels. Et oui, évidemment, la présence des langues me paraissait absolument indispensable. Des anthologies, il en existe, mais souvent elles étaient sectorisées et souvent limitées. Poésie francophone, poésie anglophone, poésie lusophone, et les autres langues n'existaient pas. On est dans une salle où les gens sont avertis, mais lorsque vous parlez très vite comme ça de l'Afrique, on a une image des langues. Alors souvent on n'emploie pas le mot langue, on va employer d'autres expressions. On a l'impression que c'est 15 personnes qui parlent le même langage. Bon. Il est peut-être utile de préciser que certaines langues ont des millions de locuteurs parlés dans une dizaine de pays, c'est-à-dire beaucoup plus que la plupart de nos langues européennes. Bon, c'est une chose qui convient d'être dite. Alors, une fois que j'ai dit ça et que j'avais la volonté de cette présence, le travail est très difficile et c'est là où j'ai été très redevable à tous les passeurs et à tous les traducteurs, traductrices qui ont pu me signaler qui un auteur, qui un livre, qui un poème et me dire « Ah, celui-là, c'est vraiment intéressant parce que je ne parle pas 40 langues africaines ». Et le choix aurait été difficile parce que pour certains de ces poèmes, c'est quasiment leur première existence écrite, publiée. Certains poèmes n'ont existé que certains oralement, d'autres ont été publiés dans des petits recueils publiés parfois en Afrique, parfois sur des feuilles comme ça qui ont été renéotypées et diffusées, parfois dans les journaux. Ça a été une quête très longue, très difficile. Et c'est vrai que la complicité des traducteurs a été pour moi très importante. Et faire une anthologie de l'Afrique, même si c'est l'Afrique au sud du Sahara, on n'a pas la partie nord du continent, on n'a pas le Maghreb, on n'a pas le Machrek, mais il reste qu'il y a quasiment 50 pays et que trouver des poèmes dans
toutes ces langues, ça a été quelque chose de difficile. Et on pourrait en rajouter bien d'autres. Il en manque énormément, évidemment. Alain, est-ce que toi, cette question des langues, est-ce que ça se mêle dans ta création ou pas tant que ça, ou en arrière-fond Ça reste un fond sonore pour moi. Et je sais aussi que l'avantage avec la poésie, c'est qu'elle habite dans toutes les langues, hein, elle est partout, et que l'intérêt même de cette anthologie, c'est de n'avoir pas eu un œil simplement braqué vers nos anciens colonisateurs, on va prendre français, anglais et autres. Et là, c'est d'aller puiser parfois dans des traditions. Hein, on a tout à l'heure, on a vu chez Mwata, de trouver chez les bergers, chez les Peuls, et cette poésie-là, qui se dit comme étant la dernière parole que nous allons dire dans ce qu'on nous colle trop souvent comme étant une tradition orale, mais en fait, c'est la façon que nous avons individuellement d'exprimer nos émotions. Dès lors, peu importe dans quel véhicule on va mettre cette émotion, pourvu que ça démarre et que ça parte pour arriver jusqu'à sa destination. C'est pour cela que le livre en question est un grand voyage, est aussi une traversée des langues. C'est bien de voir que on lit en portugais, puis on vient faire une traduction anglaise, mais c'est ce qui se passe aussi de notre côté. Moi, je me rappelle que quand on a publié l'ensemble de mes recueils de poèmes en Inde, mais en anglais, alors, donc c'était paradoxal parce que j'ai dû respirer la terre congolaise que j'ai exprimée en français, puis au moment de la traduction, au lieu qu'on traduise ça en Angleterre ou aux États-Unis, mais l'un des plus grands traducteurs maintenant de la poésie se trouve en Inde, de l'autre côté, publie Waberi, tout cela. Et quand ils ont publié ça, je me suis mis à me poser la question, qu'est-ce que ça serait si on traduit ça en tamoul ? Ça veut dire que la poésie a cette aisance de voyager, de traverser la frontière. Et la poésie n'a pas besoin justement d'adresse postale. La nature même de la poésie, c'est d'être cet oiseau qui migre partout. Et donc, je suis vraiment content que ça soit aussi non seulement un recueil, mais aussi une tour de Babel. Eh bien, on va continuer justement avec la tour de Babel. On va écouter un poème de Cheikh Alioune Dao. Et donc, on va voir la lecture en Wolof par Aïcha. Et ensuite, la version française par Eva. Cheikh Alioune Dao est aussi un grand écrivain et poète. Et c'est lui qui s'auto-traduit ici, et même qui s'auto-adapte en fait, parce que parfois, justement, quand on est le propre auteur, on n'écrit pas tout à fait la même chose dans la langue originale et en français. Njolloor jaww ji ne tekk di manik ci leytaan du picc muy ferferi ba pettax muy petpeti riiti salliir duñu tànkal kumba kandaagul di fii lay sankal njolloor maa la ragal wesaare nga say xar jabaru jinne gàppariku ci keppar di lettu moroomam mbaa di xaar ku jaar jaww ji ne tekk di mbaanik ci leytaan. Midi. Voici que l'air s'immobilise comme du lait caillé au fond d'une calebasse. Pas une aile d'oiseau, pas une aile de pigeon battant l'air. La cigale a délaissé l'archet de son violon. Aucune cadence du pilon de Kumba. Ô femme, pas une graine de mil concassée sur ton vent. Midi, tu me fais peur. Tu as éparpillé tes braises. La femme djinn assise à l'ombre tresse les cheveux de ses compagnes. Femme djinn à l'affût d'un imprudent. Midi, tu me fais peur. Voici que l'air s'immobilise comme du lait caillé au fond d'une calebasse.
Alors j'ai envie de pousser un peu plus loin et on l'a déjà un petit peu abordé avec Chez Wata. Donc évidemment la poésie c'est la sonorité de la langue, c'est cette espèce de plasticité, c'est ces rythmes. Mais en effet la poésie en Afrique elle est souvent vraiment liée à la musique. Alors pour ce que je connais, la poésie swahili elle était toujours chantée. Senghor compose pour kora, pour balafon. Et il y a pas mal de musiciens dans cette anthologie. Il y a Francis Bébé, bien sûr, il y a Pierre Akindege. Et du coup, j'ai envie de me tourner vers toi, puisque quand même, tu es un grand amoureux de musique, en fait. Paroles et musique, poésie et musique, indissociables. Oui, c'est indissociable. Je pense que ce soit les chansons qu'on écrit, c'est pour ça, dans la musique, il y a déjà la muse, et les poètes sont censés être peut-être secoués par les muses, agréablement ou pas. Et donc, des artistes comme les Francis Bébé sont des gens qui sont déjà poètes dès le départ. Et de la même manière, comme le docteur Pierre Claver Akindege, rien que même lorsqu'ils chantent, vous sentez que tout ce qui sort d'eux est déjà poétique dans ce sens-là. Donc les frontières sont souvent ça n'existe pas pour moi. Regardez, j'ai publié Souleymane Diamanka, qui est un rappeur, préfacé par un autre rappeur, Oxmo Puccino. Je suis en train de regarder les poésies les poèmes d'un autre rappeur français, Rouda. Donc, voilà, on a publié Baez, comment on dit ça, on prononce ça? Joan Baez. C'est mon idole absolue, moi. Qu'elle soit à côté de mon anthologie. Là, voilà. Donc, on a reconnaissance. Publié, il s'est sorti il n'y a pas longtemps, ça a l'air de bien porter. On essaye d'aller dans ce sens. Je veux dire qu'il y en a que j'ai contactés, les MC Solar, les Gaël Faye, voilà. Donc, c'est des projets qui viennent. Pour moi, je ne fais pas vraiment de distinction. Et si la musique peut rentrer dans ma collection, eh ben, ça ferait plaisir. Je pensais même, par exemple, de faire, par exemple, une certaine anthologie de la chanson en lingala, par exemple, pour qu'on ressente par exemple, cette beauté qu'il y a dans les chansons de Tabouley, la beauté qu'il y a dans la chanson de Mili Abel, les Kofi Olomide. Donc c'est cela aussi vers la direction que je suis en train de prendre, de casser le fait que d'un côté, le poète ne doit que écrire de la poésie, mais il peut aussi arriver que les poètes sont cachés quelque part. Comme aujourd'hui, si vous recherchez la poésie, elle n'est pas toujours forcément dans les recueils de poèmes, il faut aller les trouver dans les romans, dans les pièces de théâtre, etc. D'ailleurs, en effet, là j'ai cité deux grands noms, mais la nouvelle génération, Oxmo Puccino, Gaël Faye, sont aussi dans l'anthologie, tout à fait. Voilà. Le plus jeune de l'anthologie, Falmarès, donc guinéen, est aussi. Alors c'est aussi une des données de la nouvelle génération. Alors, ils peuvent être chanteurs, mais ils peuvent être aussi slameurs, performeurs. Ils disent leur texte, ce qui se faisait peu il y a 30 ans. En tous les cas, ça ne se faisait pas avec une audience identique. Et c'est quelque chose que l'on retrouve en Afrique du Sud. Il y a des performeurs et des performeuses. On retrouve ça. Je pourrais vous citer Mawiyo, par exemple, au Kenya. Je pourrais vous citer Makoa en Ouganda, qui sont des poètes et des poétesses qui s'expriment aussi à l'oral. C'est-à-dire qui disent leur texte, qui performent leur texte. Ce qui était relativement rare. Et effectivement, il y a tous ces poètes qui sont devenus aussi romanciers. C'est le cas d'Alain, c'est le cas de Gaël Faye. Petit Pays était une chanson avant d'être un roman. Donc il y a cette évolution-là qui existe aussi, de la petite forme à la grande forme. Alors on va justement entendre un jeune poète, alors malheureusement tragiquement décédé en 2023, Gboyeba Odubanjo, qui lui faisait complètement partie, je dirais, de ce modèle de jeune poète qui performe. Il est d'ailleurs mort pendant un festival. Et je pense qu'on va entendre ce ton vraiment aussi tout à fait
assez à la fois cynique, drôle. On va écouter Eussou pour la version anglaise. Alors lui, il a travaillé beaucoup dans l'édition aussi. Il a publié pas mal dans les magazines, mais finalement, il y a eu des recueils de poésie, dont un posthume, malheureusement, puisqu'il était tout jeune quand il est mort. Lynx Africa. £2.49 from your local retailer for that exotic pot-bellied Ethiopian kid aesthetic. Buy one, get a swift frisk with it. Quick ticket to the back of the line. Plus a side dish of chicken wings. Wash it down with a stiff drink. No tonic with discolored shit. Play it cool for a minute, till it's too hot in the tanning booth, but you can't wash off what you don't mimic. And the chains won't rust, no matter how hard you bless the rains down in Africa. The thick-lipped face in the mirror's unfamiliar. You want it, now you've got it. Sign the receipt with your slave name, nigger. Merci. Et la version française, donc traduite de l'anglais par Naomi de Faith, par Réa. Lynx Africa. De livre 45 à la supérette du coin, pour un air exotique de petit Éthiopien au bide sphérique. Un acheté, une feuille aux cortes offerte, un ticket express pour le bout de la file, sans oublier la portion de poulet frit et un remontant pour faire passer le tout. Pas de tonique pour édulcorer cette saloperie. Garde ton sang-froid. Jusqu'à que ça crame dans la cabine de bronzage, frotte, mais le savon ne lave pas ce qu'on ne simule pas, et les chaînes ne rouilleront pas, peu importe ta ferveur à bénir les pluies qui tombent sur l'Afrique. Ces visages aux lèvres épaisses dans le miroir, t'es étranger. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Maintenant, signe le reçu de ton nom d'esclave. Négro. Alors sur cette nouvelle génération, dont il y a vraiment de nombreux exemples dans cette nouvelle anthologie, il y a des ruptures, il y a des ponts, il y a aussi des nouvelles formes, peut-être plus concises. Tu as déjà commencé à en parler un peu, mais je ne sais pas s'il y a des choses qui t'ont vraiment frappé, toi, quand tu as rassemblé les textes, en fait, ou les textes qu'on t'a amenés. Il y a des choses nouvelles qui sont dans l'anthologie, de mon fait, parce que je les ai cherchées, puis il y en a d'autres qui se sont imposées. Et ce qui me semble aussi intéressant, c'est, ayant adopté le classement alphabétique d'auteurs et d'auteureux, il y a le hasard qui fait qu'on passe d'une langue à l'autre, d'un univers à l'autre. J'ai surtout pas voulu faire un classement, par exemple, thématique, ça aurait été trop difficile, pour la poésie surtout. Certainement pas par pays, il y aurait eu un petit air de jeu olympique, un tel en a 3, tel autre n'en a qu'un, ça ne m'intéressait pas. Et le désordre alphabétique rend une pertinence intéressante. Sur les thématiques, ce qui est aussi nouveau, c'est peut-être l'ouverture des poètes africains à d'autres éléments du monde entier. C'est-à-dire que tout d'un coup, on nous a parlé dans la poésie de la pandémie. On nous a parlé d'écologie. On nous a parlé des migrants. Choinka a fait un très beau texte d'ailleurs sur les migrants, mais les migrants de Méditerranée. Donc il y a comme ça les thématiques mondiales qui sont présentes dans le livre. Il y a évidemment les drames qui sont survenus sur le continent, et on en a parlé tout à l'heure. Inutile de les répéter, et hélas, les drames se succèdent aux autres. Donc les poètes vont de nouveau être alimentés par d'autres drames pour écrire. Mais ce qui m'apparaît aussi nouveau, c'est la présence féminine, par exemple, que j'ai souhaité, que j'ai essayé de trouver. C'était très difficile il y a 30 ans.
On avait beau chercher, et comme je voulais surtout pas prendre un poème parce qu'il était écrit par une femme, mais parce que c'était un bon poème, c'était difficile de trouver des textes intéressants. On en a trouvé. On a fait plus que doubler la présence féminine avec le deuxième recueil. C'est sans doute insuffisant, hein. Il y a encore des voix qui auraient mérité d'être dedans. Mais il y a eu une volonté de ma part, en tous les cas, qu'il y ait cette présence. Avec des thématiques nouvelles. Moi, je crois beaucoup, par exemple, à la force de la géographie. Le terme a été employé tout à l'heure, mais il me semble, par exemple, que plus que les langues, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de différence entre la poésie écrite en portugais, écrite en anglais, écrite en français, venant d'un même continent. En revanche, la géographie m'apparaît prégnante. La géographie m'apparaît beaucoup plus déterminante que les langues. Il y a plus de complicité entre un poète sud-africain, un poète angolais et un poète congolais, parce qu'ils appartiennent à la même géographie que parce qu'ils appartiennent à une même langue. La géographie détermine beaucoup. On ne peut pas écrire la même chose lorsqu'on est à Djibouti, comme chez M. Ouattara, et lorsqu'on est dans les forêts congolaises. Ou lorsqu'on est sur la lagune à Abidjan. C'est évident. On n'écrit pas la même chose lorsqu'on est à Soweto et lorsqu'on est à Balbala, de nouveau, le bidonville, pour faire un parallèle, à Djibouti. Voilà, le déterminisme de la géographie m'apparaît important. L'autre chose aussi qui est importante, c'est la diffusion de ces textes. On a parlé de la diffusion par le biais de ces poètes qui sont des diseurs, des slammeurs, des performeurs. Il y a le fait aussi de pouvoir écrire sur l'Internet. Et il me semble que pour le continent, c'est extrêmement important parce que Alain le sait mieux que moi, mais par exemple un jeune romancier, je dis un romancier parce que le texte est plus long, qui a envie que son texte soit publié, il doit payer quelqu'un pour taper son manuscrit, il doit payer la photocopie pour en faire tant d'exemplaires et l'envoyer à l'éditeur, il doit payer la poste. Ça paraît peut-être dérisoire ici, ça ne l'est pas sur le continent. Il doit payer la poste pour que le manuscrit arrive ou n'arrive pas un éditeur français, il doit passer par des lecteurs qui pourraient être des lecteurs ennuyeux. Je pense à la douane, je pense à la police, et envoyer un manuscrit, c'est une prise de risque. Internet brise un petit peu tout ça. Et du jour au lendemain, en un clic, on appuie sur le bouton envoyer et le poème se retrouve certes à Paris, mais aussi à Tokyo et à Lima ou ailleurs. Cette diffusion-là m'apparaît être quelque chose d'intéressant. Là, il y a quelque chose qui permet une diffusion plus facile et moins dangereuse. Oui, justement, sur cette façon dont les poètes et poétesses peuvent s'emparer de moyens de communication qui leur permet à la fois de beaucoup plus dialoguer entre eux. Il y a beaucoup de communautés ou de lieux comme Rightivism. J'imagine que ça a une place aussi dans le fait que les femmes soient plus visibles, c'est-à-dire qu'on peut mieux diffuser. Est-ce que toi, Alain, tu penses que justement, alors évidemment, tu n'es plus un jeune poète débutant, mais que ça aide finalement ces nouveaux moyens de diffusion et de circulation, que les choses sont peut-être moins hiérarchisées, qu'on a moins à aller taper à la porte de l'éditeur qui ne va peut-être pas recevoir, et que finalement ces revues en ligne qui sont quand même assez nombreuses, ces groupes qui se créent permettent justement autre chose. Oui, je pense aussi, mais les poètes ont toujours la même difficulté, c'est d'être édités, puisque nous sommes dans un monde où l'édition aussi est avant tout quelque chose de commercial. On passe aux chiffres, etc. J'ai la chance que cette urgence ne soit pas la mienne, puisque ayant fait quand même plusieurs textes, publiés des textes qui sont bien reçus économiquement, mais aussi par la critique. Souvent, ils ont des articles dans Le Monde, dans les Eroc, etc., etc. Et donc, les nouvelles méthodes même de la diffusion de la poésie, c'est intéressant. Hein, vous voyez, ils publient en ligne, etc. Ce que je ne conseille pas toujours, parce que si vous venez
nous voir pour qu'on publie votre recueil et tout le recueil est déjà sur Internet avec deux likes et puis vous voulez qu'on le publie, même si 2 likes, il y a un problème. Si c'est 1 million de likes, ben, tout le monde l'a vu. Donc il y a une balance à faire. Il faut savoir donner juste l'appétit, 1, 2, 3 poèmes quelque part. Mais je vois souvent quand je vais sur Internet des gens carrément, presque tous, et ils publient. Moi, je connais un qui publiait plutôt de manière parcimonieuse et que j'ai publié, c'est le jeune français par rapport à moi, c'est Thomas Vino, que je considère aujourd'hui comme l'un des poètes les plus vraiment prometteurs de la littérature française. Et parfois, c'est des textes courts, mais il en laisse 1 ou 2 quelque part, voilà, et les gens viennent demander où est-ce qu'on va trouver, Ils accompagnent aussi la poésie de cette façon-là. Et quand vous allez même dans les sites de ces éditeurs, si vous venez sur notre site, sur éditions Point, ben, il y a toujours des couvertures. Et puis, on croise, c'est-à-dire quand ils font la promotion, directement dans le site du Seuil Point là-bas, ça retombe sur mon site. C'est pour ça, parfois au milieu, vous voyez le recueil, je ne sais pas, parfois on refait encore, je ne sais pas, Rimbaud, Baudelaire. Ça, c'est quand même des auteurs qui continuent jusqu'à alors à nous permettre de publier les textes qui seront un peu plus exigeants. Ou encore, on a des zones géographiques, comme disait Bernard tout à l'heure, qui sont beaucoup plus favorables à la poésie en dehors de l'Afrique. Mais l'Afrique va poser la question maintenant économique. C'est pour cela que moi, je ne publie que en poche, mais pas que des rééditions. J'avais tenu à ce que ce soit des textes inédits. Et si vous allez, par exemple, j'ai publié l'œuvre complète de Rodney Saint-Éloi d'Haïti, mais là-bas, on avait l'impression qu'il était rentré à la Pléiade, parce que tout le monde, il me dit que ça m'a permis je sais pas, d'entrer à l'académie, parce qu'ils ont une académie là-bas. Il est maintenant membre de l'académie là-bas, parce qu'on a dit quand on canonise l'œuvre d'un écrivain, grosse photo, grande diffusion, et puis de l'autre côté, comme il est très connu, eh bien, ça passe. On a besoin toujours des lectures. Si le poète n'est pas là, mais la poésie circule le mieux quand vous la lisez. Parce que quand c'est comme ça, les gens ne peuvent pas immédiatement se rendre compte du génie qui est à l'intérieur de ces poètes. Pour Souleymane Diamanka, c'est parce qu'il est slammer. Chaque fois qu'il fait des spectacles, évidemment, tout le monde veut garder ce moment comme un moment spécifique. Et donc, oui, nous guettons ces méthodes, mais en même temps aussi, c'est l'avantage d'être aussi écrivain. Je sais que parfois les grands textes ne se vendent pas dans l'immédiat. Ça va se vendre après. Ou alors, si ça ne se vend pas, ça étoffe le catalogue qu'on vienne. Comme tout à l'heure, Bernard a dit, si Joanne Bez est là à côté de mon livre, donc je suis... Voilà, c'est ça aussi. Quand on ramène les Maya Angelou, les autres éditeurs guettent. Vous vous souvenez que, juste pour dire comment la poésie... quand j'avais pris la collection il y a quelques années, là, on ne faisait rien, il y avait quoi. J'ai pris le poche, il y avait que, évidemment, l'imaginaire, la poésie, collection poésie, c'est Gallimard est à part, hein, parce que ça, c'est la référence. Donc, tu as en quelque sorte comme la poésie de Gallimard là, puis tu as maintenant Point Poésie, et toutes les petites maisons de poésie, c'était comme si elles s'étaient donné le mot d'ordre, ont commencé à faire leurs propres poches. Vous voyez maintenant les poches, autant des séries, Segers, etc. Mais du coup, on travaille ensemble. Par exemple, c'est par Segers que j'ai eu le texte en anglais de Maya Angelou pour ramener dans la collection Point. Et ça aide ces éditeurs aussi qu'on achète les textes. Moi, par exemple, j'ai acheté les textes du capitaine Alexandre, je les ai achetés chez Rodney. Ça permet aussi, à ma manière, d'aider un frère qui fait de l'édition de l'autre côté. Le Seuil paye là-bas, Point paye là-bas, on récupère le texte et on lui donne une autre vie et ça fait quelque chose de bien.
On espère plein de projets encore à venir. Alors, j'ai vu que le temps tournait. Oui, vas-y. Non, je voulais juste rebondir sur ce que disait Alain et rebondir même sur lui. C'est un haut-parleur formidable. Hein. C'est un attaché de presse remarquable. Et je dis ça comme ça, mais je voudrais le dire très, très sérieusement aussi. C'est quelqu'un qui a deux qualités, qui n'oublie pas, ce qui parfois dans notre petit milieu est rare. Et d'autre part, c'est quelqu'un qui se sert de sa notoriété pour en faire bénéficier les autres. C'est très exactement ce qu'il fait avec la collection. Et on le voit, on le reconnaît, on sait qui il est, et il n'hésite pas à parler d'auteurs que personne ne connaissait, de publier tel et tel. Donc voilà, je voulais le dire. Et dans la foulée de mes remerciements, on a parlé tout à l'heure des traducteurs. Il y a plusieurs traducteurs que l'on n'a pas cités. Je pense à tes collègues Aurélie Journeau, Ève Villa et Virginie Bull qui ont traduit des textes. Je pense aussi, et ils étaient déjà présents dans la précédente édition, à Georges Laurie pour l'Afrique du Sud. Je pense à Christiane Fiupou pour le Nigeria. Et je pense aussi au traducteur du portugais, Patrick Quillier, et puis celui à qui Ondjaki, le poète angolais, a dédié un poème, à savoir Michel Laban, qui a été un des pionniers à traduire le portugais et à traduire les auteurs africains en français. Sans lui, c'est un pan de la littérature lusophone africaine qui n'existerait pas. Donc, je crois qu'il fallait le citer. Je ne peux que souscrire à ce que tu viens de dire. Les traducteurs sont aussi des passeurs très, très importants, traducteurs, traductrices, qui amènent aussi, justement, à des maisons d'édition, des auteurs et des autrices, des voix qu'il faut entendre. Voilà. Et alors, on avait décidé de terminer justement par les voix féminines, qui sont en effet bien là, dans cette anthologie. Et oui, parce que le temps tourne. Donc, on va voir 2 poèmes. L'un de Esther Ngodo, qui est tanzanienne, qui fait aussi partie de ces jeunes femmes qui ont créé leur maison d'édition, qui sont beaucoup sur les réseaux, avec un texte qui s'appelle Moyo Mlo Wadioni. Et c'est Teva qui va revenir nous le dire en swahili. Et ensuite, on aura la traduction justement par Aurélie Journeau, par Anaïs. Voilà. Et ensuite, je ne pouvais pas... ensuite, on aura le poème de Lisette Lombé, qui est aussi quelqu'un qui est énormément à la rencontre de plein d'arts, qui est slameuse, qui est écrivaine, qui fait énormément de choses et qui est une voix importante aussi de la création aujourd'hui. Moyo mwa jioni. Tulikaa mezani kwa chakula cha jioni, wapenzi walio wageni ulingoni. Naomba hilo bakuli la shairi, niliombia. Alinyosha mkono na kunyanyua bakuli lililojaa ndoto. Wewe ni mzuri kama maporomoko wa Zambezi. Ninaomba uwe wangu, alisema mpenzi wangu. Huku mimi nikiupokea moyo wake na kugusa vidole vyake kwa muda mfupi. Kama nikiwa wako, nikitabaki kuwa changu, niuliza, na kuweka kila neno mdomoni wangu. Tulitafunana kwa mpenzi mezani. Ilikuwa ni njia pekee kwake yeye kujifunua na niambia ananipenda. Japokuwa ilikisika miguno ya mifupa ikivunjika. Repas de cœur. Nous nous sommes assis à table pour le dîner. 2 amants, étrangers à la table. Donne-moi ce bol de poème, lui ai-je dit. Il m'a tendu un bol rempli de rêves. Tu es belle comme les chutes du Zambèze. S'il te plaît, sois mienne, a dit mon amant.
Tandis que je recevais son cœur et caressais un instant ses doigts, je lui ai demandé, si je suis tienne, que restera-t-il qui m'appartienne? Et j'ai déposé un à un les mots dans ma bouche. Nous nous sommes dévorés d'amour à cette table. C'était la seule manière pour lui de s'ouvrir et de me dire qu'il m'aimait, même si l'on entendait grincer des os qui se brisent. Je voudrais juste rajouter le nom de Sika Fakambi, parce que je pensais qu'elle aurait un poème traduit, donc c'est pour ça que je ne l'avais pas cité tout à l'heure, mais elle fait partie de l'anthologie, elle est dans la salle en plus. Oui, non, mais il y a énormément de traducteurs et traductrices de grands talents. Sika en fait vraiment partie et elle contribue vraiment aussi à faire entendre des nouvelles voix en traduction. En fait, il y avait plein de poèmes à choisir, il a fallu trancher. Et donc, parce que si on veut garder un petit peu de temps pour les questions, on va terminer, je pense, refermer, en tout cas pour cette partie de lecture et de questions, avec Lisette Lombé, donc, qui vient de République du Congo et qui, en effet, je l'ai déjà présentée un petit peu, est extrêmement active actuellement. Voilà, je vous laisse lire. Je m'appelle Lisette Lombé. Je m'appelle Lisette Lombé, fille de Claire Monique Degehet et de Jean-Marie Lombé Yangango, conçue à Kinshasa, née à Namur, 30 août 1978. Dans mon sang, il y a le Kasaï et la Meuse. Il y a le 504 rue Kindou et le 88 avenue de la Pérelle. Il y a la cité congolaise avec sa poudre à lessiver qui mousse dans les caniveaux et la cité belge avec son herbe qui pousse au pied des cages en béton. Dans mon sang, couleur, odeur qui se chevauche, micaté, frites maison, lingala, wallon namurois et l'élégance des léopards. Dans mon sang, deux corps, deux cœurs qui ont dit merde à la norme. Premier noir, première blanche, secousse des grands-parents. Rencontre du tiers-monde et du quart-monde qui donne un nouveau monde. Moi, passeuse de feu, semeuse de graines, voix des sans-voix. J'écris pour que mes enfants n'oublient pas de quel ventre ils sont nés. Je m'appelle Lisette Lombé. Alors, je crois qu'on m'a dit qu'on avait un petit peu de temps pour des questions et qu'à 8h30, il fallait partir. Donc, on a 10 minutes. Merci déjà vraiment pour toutes les lectures. En fait, je suis hyper fière de tous ces jeunes étudiants et étudiantes. Et voilà, la parole est à vous dans la salle pour quelques questions à Bernard ou Alain. Bernard, je suis Jacques Rancourt, oui. Oui, dis-moi, toi qui connais la poésie africaine depuis aussi longtemps que moi, moi j'avais travaillé à l'époque sur la poésie africaine depuis la négritude jusqu'aux années 75. Et après, dans les années 75-80, du côté de la langue française, je trouvais que ça ne se renouvelait pas tellement. Et d'après cette anthologie, bravo pour ce travail, il semble que ça a beaucoup évolué. Comment est-ce que tu fais une dissociation ou entre ces deux périodes, disons, de la négritude à 75 ou 80 et les 30 dernières années? C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la présence féminine qui change, c'est le fait aussi
que l'Afrique aborde le monde, et pas seulement le continent africain, c'est le fait aussi que les écrivains soient plus des écrivains du jeu, de se mettre en scène directement eux-mêmes, et pas seulement en scène en disant leurs poèmes. Ils sont en scène dans leurs poèmes déjà, beaucoup plus que leurs aînés, qui avaient une charge très lourde, les aînés, parce que le continent était derrière. Et moi, j'ai souvent entendu sur le continent des étudiants, mais pas seulement des étudiants, des professeurs aussi, dire ah, mais vas-y, toi qui es poète, parle en notre nom, vas-y, va dire ceci ou cela. Souvent, c'était envoyé dans des zones dangereuses que de dire ça. Donc, il y a cette évolution. Et puis, je crois que la collection d'Alain en témoigne, ce que j'avais pu faire chez Actes Sud, je crois aussi, et puis ici ou là, c'est-à-dire que peu à peu, les littératures africaines, et le pluriel m'apparaît important, les littératures africaines sont entrées dans les littératures du monde. C'est-à-dire que pendant longtemps, on publiait un auteur dans une maison d'édition parce qu'il en fallait bien, hein, donc on mettait Aujourd'hui, on publie des auteurs africains comme on publie les autres auteurs, et la presse, les médias relaient cette information, ce qui n'était pas le cas préalablement. Bernard Pivot, qui a fait un énorme travail pour la littérature, n'a consacré qu'une seule émission dans les premières émissions, je ne parle pas des dernières, mais ouvrez les guillemets et apostrophe, n'avait consacré qu'une seule émission à la littérature africaine. Bon, c'était très peu, mais c'était un reflet de ce qui se faisait à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui, les écrivains venus d'Afrique sont publiés au même titre que les écrivains venus. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment évolué et qui est une bonne chose. Et quand on fait des rencontres dans les bibliothèques, ce qui est mon cas que je fais souvent, il n'y a pas moins ou plus de chances d'avoir du monde pour un écrivain africain que pour un écrivain qui vienne de Corrèze ou d'Aubervilliers. Ils sont à égalité sur les starting blocks de la notoriété. Et ça, c'est quelque chose qui me semble bien. On va vers une normalisation de l'accueil de ces littératures. Et ça va avec l'approfondissement de la parole de cette poésie notamment, j'imagine. Bien sûr, oui. Bien sûr. Oui, c'est une poésie qui vraiment qui tient la route, qui est quelque chose de. J'ai pas fait ça j'ai pas mis des poèmes et des poètes pour faire plaisir à quiconque. J'ai plutôt fait des mécontents, ceux qui sont pas dedans, que des gens heureux. C'est pas. Non, les poèmes que j'ai choisis, je les ai choisis non parce que je les aime, bon, pour certains, mais aussi parce qu'ils me semblaient représentatifs de telle ou telle catégorie. Il n'y a pas que des coups de cœur absolus dans cette anthologie. Quand je dis ça, je ne suis pas du tout en train de dire que les textes que j'ai choisis ne sont pas bons. Je suis en train de dire si les poèmes sont là parce qu'ils sont bons, mais aussi parce qu'ils sont représentatifs d'une parole, d'un moment, d'une écoute, de quelque chose qui est singulier dans cette ère géographique-là. Il est évident que le texte qui a été lu par Cheikh Mouata tout à l'heure n'est pas un texte qui pourrait être écrit en République centrafricaine. Donc il y a toutes ces sensibilités-là qui sont, je l'espère. Moi, mon boulot, c'est d'être passeur. Hein. C'est de dire, tiens, j'ai trouvé ça pas mal. Ben, peut-être que vous aussi, vous pourriez le trouver pas mal. Donc profitez-en, lisez-le. Et si vous avez aimé un de ces poèmes, allez plus loin. Il y a peut-être un recueil derrière, puis il y a peut-être un romancier derrière le poète. Donc soyez à l'écoute de tout ça. Faites attention, il y a des choses intéressantes un petit peu partout sur ce continent, qui, une fois encore, est extrêmement diverse. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai eu la chance de beaucoup voyager sur ce continent, d'y aller très souvent, d'y aller beaucoup moins maintenant. C'est la diversité. Et non pas l'Afrique avec un grand A, oui, bien sûr, mais ça mérite une pluralité lorsqu'on parle de la littérature et des artistes. Comme la même chose si on parlait de l'Europe ou de l'Amérique latine ou de l'Asie. C'est exactement la même chose. Il y a autant de différences entre, je ne sais pas, le Tchad et et l'Afrique du Sud qu'il peut y avoir de différences entre le Portugal et la Norvège. C'est du même ordre.
Et nous, ici, on a trop souvent, bon, ça évolue, mais on a trop souvent l'habitude de globaliser à l'Afrique. Tiens, c'est un Africain. Bravo, bravo, vraiment. On ne dit pas, c'est un Européen. Tiens, c'est un Européen. Bonjour, c'est Lucie Mouchita. Je crois que ça, ma question, c'est plutôt à toi, Alain. Mais dis donc, tu étais là. Hein? Bah oui. La lumière. Je te surveille. Je suis très, très contente que tu fais la poésie. Mais une des questions ou le problème qu'on dit avec les poèmes, c'est que personne ne lit plus de poèmes et il n'y a plus d'argent. Et la question que je me pose, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est aussi comment est-ce qu'on dit, je sais pas comment on dit, qui se prend son queue, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Serpent qui mord. Oui, qui se mord la queue. Est-ce que c'est parce qu'on ne publie plus les poèmes que les gens ne lisent plus des poèmes ou c'est parce qu'on ne lit plus des poèmes qu'on ne publie plus des poèmes? Parce qu'on pourrait dire que des poèmes, c'est quand même, moi je suis très admirative parce que je ne sais pas écrire des poèmes dans une page. Ça te dit le monde. Et quand on fait la fiction, il faut lire tout le livre. Et on aurait dit dans le temps qui court, les poèmes doivent marcher beaucoup plus. Est-ce que pour toi, peut-être qui est dans, je ne sais pas, est-ce qu'on fait de l'argent pour publier des poèmes ou c'est vraiment... On fait ça parce qu'on est convaincu que c'est très important, surtout aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Lucie. Mais c'est que nous devons savoir aussi, on ne peut pas comparer les succès commerciaux des romans ou des essais avec la poésie. C'est-à-dire que la poésie aussi, il faut que ça croise peut-être quelque chose. Et ce que je peux te dire, Lucie, c'est que nous ne publions pas, les auteurs ne nous donnent pas les textes de manière bénévole, c'est-à-dire on paye tous les poètes, c'est-à-dire comme les romanciers, ils ont un avaloir, même si ce n'est pas faramineux, mais le plus souvent, ils sont même étonnés. S'ils disent « Ah, mais moi, c'était juste pour préserver », non, c'est ton travail. Tu peux dire c'était juste pour préserver, etc., etc. Si ça fait 2 millions d'exemplaires, ça va plus vite pour préserver. Donc, vaut mieux qu'on en fasse. Donc, il y a toujours un bon contrat, un avaloir, et puis une promotion qui est faite par les réseaux sociaux. C'est plus facile même aujourd'hui de faire la promotion dans les réseaux sociaux, puisque quand on prend des extraits de quelqu'un qui est en train de regarder ou quelque chose, quand il tombe sur une phrase comme ça là, immédiatement la phrase est reprise dans le mur de l'autre, etc. Mais comme on avait pris le soin de citer l'œuvre, l'endroit, tout ça là, c'est comme ça parfois qu'on a des retours qui viennent du côté des réseaux sociaux où il y a plus d'engouement vers la poésie. De l'autre côté, je pense aussi que la poésie correspond bien aujourd'hui en ces temps de la lecture courte, puisque les gens sont dans les shorts, etc. Quelqu'un peut juste prendre une page et puis ça devient un événement. Vous avez vu, il a suffi que Amanda Gorman lise les poèmes dans le moment voilà, pour qu'elle vende des millions. C'est pour ça que j'ai dit ça dépend. Et évidemment, si je sors le recueil de Gaël Faye, évidemment, ça va battre même tous les romans de la rentrée, parce qu'il y a quelque chose. Et les éditeurs ne sont pas dupes. Ils l'ont compris. Pourquoi Flammarion, par exemple, va publier de la poésie de Falmarès? Mais parce qu'il sait que l'époque est petit à petit en train de se demander si elle n'a pas perdu le pouvoir du langage et que pour retrouver ce pouvoir de langage, peut-être faut retourner vers les genres courts. Et je pense que bientôt va ressurgir petit à petit aussi la nouvelle. Et moi, je pense aussi que l'espace même d'Internet ou quoi là, même chez les éditeurs, il y aura des moments où on a probablement des extraits, quelque chose dans ce genre. La poésie se passe, en tout cas
quand j'ai commencé, je me disais que, comme d'habitude, parce que nous, quand on publiait, on nous tirait à 150 exemplaires, 200 exemplaires, et on prenait 10 ans pour les éliminer. Hein. Ah oui, et encore, on donnait la moitié aux amis. Hein. Prends, tu verras comment j'excelle. Donc, on donnait... voilà. Mais maintenant, quand on fait des tirages, on fait des tirages même de 6 000, 10 000, et c'est possible, quoi. Parce que tous les libraires vont aimer, parce que j'y ai mis aussi le fait qu'il fallait dépoussiérer aussi, vous voyez, la couverture, mettre aussi des couleurs, vous savez, pour que quand un libraire le pose dans sa vitrine, ça crée aussi le côté objet artistique. Dans l'esprit d'un lecteur, un livre pour lequel on a pris tout le soin de mettre artistiquement la couverture ne peut être qu'un bébé dont il faut aller voir quelles sont les qualités à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on fait. Et donc, il y a la collection anthologie où, par exemple, si toi, tu as 5 recueils, je prends tous les 5, on achète les droits, on les sort dans une collection avec la grande photo. Donc là, on voit les grandes figures. Les dernières que j'ai sorties, c'était... les Amandiers sont, je crois, morts de leur blessure de Tahar Ben Jelloun. Et puis, je pense que si un éditeur, un secteur ne marche pas, il ne va pas hésiter de le fermer. C'est ça aussi l'aspect économique. Ils ne le diront jamais, parce qu'ils s'ils crient trop fort que ça marche, je vais dire, vous voyez, vous devez augmenter mon salaire, parce que là, hein, ça augmente. Hein. Mais bon, je pense que ça va bien. Pour Bernard, ça ne posera pas de problème, parce que ça, il faut qu'on envoie ça dans les réseaux des universités. C'est ça aussi, le réseau des universités. Eux, ils commandent par nombre, que les collègues mettent ça au programme, que ça devienne des livres incontournables. Hein, parce que comme aujourd'hui, et on a toujours, chaque année, on commande toujours le cahier des retours au pays natal, Birago Diop, les Leurs et les Lueurs. On commande la plupart de ces textes qui ont fait la poésie. Voilà. Bien. Alors, oui. Merci. Je me tourne un peu vers l'Alliance. Est-ce qu'on a le temps encore pour une question ou ensuite, il y aura une séance de dédicace. Hein, mais voilà, j'attends vos consignes. Alors, bonsoir. Voilà, donc en fait, bonsoir, je vais pas être très longue. Je suis en fait membre de l'Alliance française de Casamance, justement. Je suis membre du conseil d'administration de l'Alliance française de Casamance. Pour moi, je passe une très bonne soirée. Je vous remercie. Je suis venue, c'était l'occasion donc du Salon du livre africain, puisque je suis aussi poétesse aux éditions L'Harmattan. Donc j'ai écrit 2 recueils de poèmes, Chrysalide et Parlez-moi d'amour. Bon, je suis aussi notaire par la même occasion. En fait, je voulais prendre la parole pour vous remercier parce que j'ai entendu un très beau poème en Wolof. Étant sénégalaise, c'est quelque chose qui me touche droit au cœur, puisqu'au niveau du Sénégal, justement, on est en train de revaloriser un peu les langues nationales, y compris le Wolof. Et ça fait vraiment plaisir donc, de l'entendre ici en France, très loin de chez nous. Alors, j'aurais une petite question par rapport donc, aux jeunes poètes aujourd'hui en Afrique. Quels sont les conseils que vous pouvez donner, par exemple, justement, aux jeunes poètes qui se lancent dans ce genre littéraire aujourd'hui au Sénégal ou en Afrique? Et aussi, la question que je me pose aussi, c'est par rapport au choix, parce que j'ai vu un seul poète sénégalais, en tout cas, qui a été présenté. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres poètes sénégalais dans votre anthologie aussi, et comment est-ce que vous l'avez rencontré, et pourquoi donc vous l'avez choisi? Sur les conseils que je me garderais bien d'en donner, si ce n'est celui de lire avant d'écrire, peut-être. Ça m'apparaît très, très, très judicieux. Non, je n'ai pas fait la comptabilité. Je voulais surtout pas, je vous ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas faire les Jeux Olympiques et dire... Mais ce n'est pas un poète sénégalais, c'est beaucoup de poètes sénégalais qui sont dans l'anthologie. Senghor, évidemment, était dans la première anthologie et il est évidemment encore dans la seconde. Cheikh Alioune Daou qu'on a entendu, mais beaucoup d'autres. Birago Diop qu'on a entendu. Birago Diop, c'est juste le poète peut-être le plus célèbre du continent africain dans le monde francophone. Avec Femme nue, Femme noire, oui, de Senghor. Donc oui, non, il y a énormément de... Mais je ne voulais pas rentrer dans cette
que bon, le côté, il y a tant de Sénégalais, il y a moins de Nigériens, ou il y a plus de Congolais, il y a moins de ceci. Non, c'est pas ça qui m'intéressait, mais je vous rassure, il y a des Sénégalais dans l'anthologie. Alors, écoutez, je crois qu'il est temps de clore cette rencontre. J'espère que ça vous a fait voyager, que justement vous avez entendu énormément de textes. Alors pas suffisamment, mais vous irez les lire parce qu'en effet, il y a plein de voix très différentes et c'est très agréable de les lire en effet par ordre alphabétique parce que ou d'aller piocher ici et là, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est une vraie réussite, donc je vous engage à la découvrir. Je remercie évidemment Bernard et Alain. C'est toujours un plaisir de les écouter parler, hein, de toute façon. Voilà. Et l'Alliance, bien Merci évidemment. Voilà. Et merci Nathalie. Et Nathalie aussi, parce qu'elle nous a vu naître dans la revue Notre Librairie. Très bien. Merci.